Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour la première fois, je n'ai pas face à moi un victime de la violence conjugale ou de la proxénétisme. Par contre, j'ai face à moi Frédéric Lamberts, qui est spécialisé dans la psychologie clinique et aussi spécialisé dans la criminologie. Pourquoi je fais appel à elle aujourd'hui? C'est pour notre projet La cellule de Tamara, qui aborde les deux sujets au niveau de la violence conjugale et aussi de la proxénétisme, deux sujets qui restent actuellement dans notre jour tabou et on parle très peu. Aujourd'hui, je voulais voir un petit peu l'aspect psychologique de les victimes et également de les bourreaux, et aussi voir comment on peut faire si on se trouve dans une situation telle que la violence conjugale ou si on est victime de la proxénétisme. Et pour ça, je suis aujourd'hui ici avec Frédéric Lamberts. Parle-moi un petit peu de toi, fais une petite présentation à toi, qui tu es. Tout d'abord, merci que tu as accepté de faire cette interview avec moi. Explique-moi un petit peu qui tu es, c'est quoi ton parcours et aussi pourquoi aujourd'hui tu es ici. Donc merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet important. Donc moi en fait j'ai étudié la psychologie ici à l'université de Liège. J'ai été diplômée en 2014 donc de psychologie clinique. Je m'étais spécialisée en tout ce qui était enfants et adolescents. Pendant mon parcours j'ai aussi étudié la criminologie et la pharmacologie. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse parce que je pense qu'on n'en parle pas encore assez souvent. Je pense aussi que les violences, qu'elles soient conjugales, proxénétisme, violences verbales, physiques, amènent beaucoup de conséquences chez les personnes. Et que d'un point de vue psychologique, c'est vraiment très important de prendre conscience de ces conséquences et d'éventuellement pouvoir y remédier. Parlons pour la violence en globalité. Qu'est-ce que c'est la violence? C'est quoi la violence et d'où ça peut venir cette violence? Qu'est-ce qui fait que ça existe? Donc déjà la violence elle peut être multiple, ça peut être une violence physique, morale, psychologique, sexuelle aussi. C'est aussi un processus qui est itératif, dynamique, qui est évolutif. Donc on passe en général d'une certaine tension entre les personnes, parfois aussi des crises de jalousie, des menaces, des agressions physiques, des agressions sexuelles. C'est vraiment un déséquilibre en fait entre deux personnes, que ce soit homme ou femme, deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, des sexes opposés aussi. L'agresseur, donc qu'il soit homme ou femme, affaiblit vraiment sa victime. Il lui coupe les moyens de communication, il l'isole beaucoup de son entourage également, il surveille les faits et gestes de la personne, il critique les proches de cette personne pour en arriver justement à l'isoler. Il la rend aussi, il rend sa victime dépendante. Donc par exemple en l'empêchant de travailler ou en lui disant de façon indirecte que son travail n'est pas utile et donc l'amener à démissionner et donc avoir un peu cette emprise qui la rend vraiment dépendante de son agresseur. C'est vraiment un modus qui dénigre la personne, qui l'intimide énormément. En fait, on peut dire que dans ce résumé que tu viens de faire, dedans, il y a les premiers signes déjà pour quelqu'un qui peut exercer une violence sur quelqu'un, l'isolement, la coupe de connexion avec les proches, avec la famille, la coupe de travail. En fait, la personne qui est victime, elle devient totalement dépendante de la personne qui exerce la violence. Un petit peu à la merci en fait de son agresseur. Donc l'agresseur finalement, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Donc finalement, diverses malversations comme ça l'aident à l'avoir sous son contrôle. C'est un processus, comme je te disais, qui est aussi assez dynamique. Donc c'est un processus évolutif.
qui évolue par phase. Donc on a un petit cycle hein, qui est connu en psychologie, qui d'abord est un climat de tension, comme je le disais. Donc il y a quelques petits reproches, des remarques, etc., qui mettent la victime dans une position de faiblesse, où elle se pose des questions, elle se remet en question. Ensuite vient l'étape de la crise. Donc l'agresseur devient violent. Et la victime, là, elle est vraiment humiliée. Elle se sent vraiment très mal. Alors vient ensuite la troisième phase qui est la phase de justification. Donc l'agresseur va expliquer pourquoi. Il va à nouveau faire des reproches, il va expliquer pourquoi il a été violent envers sa victime. Alors, évidemment la victime se remet beaucoup en question, elle est à nouveau... elle tente de comprendre vraiment ce qui s'est passé et elle se remet vraiment elle-même en question. À cette étape-là, on ne remet pas l'autre en question, mais vraiment soi-même. En fait, pendant plusieurs interviews que j'ai fait, les familles disent qu'ils ont... Jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait une interview avec un homme qui est victime, je sais très bien, parce qu'on a les deux côtés, comme tu dis, de le côté victime comme de le côté bourreau. Ils disent qu'ils ont accusé que ce sera leur faute pour tout, qu'ils ne savent pas faire le ménage, qu'ils ne savent pas cuisiner, qu'en fait, tout est de leur faute, et ça, c'est entre guillemets l'excuse de l'agresseur pour qu'il fait la violence. Bien sûr, c'est vraiment cette étape de victimisation. Donc on tacle vraiment sur l'autre pour que l'autre se sente humilié, amoindri et à nouveau augmente cette phase de dépendance à son bourreau puisqu'elle va se sentir nulle. Vraiment typiquement, elle va vraiment se remettre elle-même en question et donc elle aura l'impression qu'elle fait tout mal. Et donc elle devient plus dépendante et à la merci de l'autre. Alors après, ce qui évidemment renforce ce cercle, et ça c'est la quatrième phase, c'est la phase de lune de miel. Donc là, alors l'agresseur, voilà, il s'excuse, il se dit non, qu'il s'est trompé, que non, tout compte fait, la victime est quelqu'un de bien, qu'il l'aime, que ça va aller mieux, qu'il s'excuse, etc. Et donc alors, jamais les refaire, voilà, qu'il n'y aura plus de violence physique, qu'il n'y aura plus de violence sexuelle, qu'il l'aime énormément, et donc la victime, elle reprend en fait confiance, elle reprend espoir, ça va changer, ça va redevenir bien, c'est quelqu'un de bien finalement, il s'est trompé une fois, mais ça va aller. Et puis alors c'est un cercle qui est voué à se répéter encore et qui enferme vraiment la victime de plus en plus dans cette humiliation. Qu'est-ce qui fait que la victime n'arrive pas à s'en sortir de ce cercle et à chaque fois... Oui, il y a effectivement certaines femmes qui dès la première signe y partent, ou certains hommes dès la première signe qui y partent, mais il y a des autres qui restent longtemps dans ce cercle. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir en fait? C'est une bonne question. L'aliénation, je pense, la honte qu'on peut ressentir aussi joue énormément là-dedans. Le fait aussi que l'on se soit coupé de son cercle social réduit les personnes à qui on peut parler de ça. On s'enferme de plus en plus. Et finalement, étant dépendant à l'autre, on s'enferme là-dedans et dans ce cercle et on ne voit plus la porte de sortie finalement. En fait, vu qu'il lui a coupé le lien avec lui ou elle, il a coupé le lien avec tous nos proches, toute notre famille, tous nos amis, la personne qui est victime, il n'y en a plus de contact avec l'extérieur vers qui peut tourner. C'est ça, elle est vraiment isolée, c'est vraiment à la merci de son agresseur. Il est aussi difficile de se remettre en question parce qu'on est justement dans ce sentiment de honte et de déséquilibre en fait, qui affaiblit la personne. Et la personne en étant affaiblie a des difficultés à se sortir de ça. Ça c'était par rapport à la violence en globalité. Alors on a abordé un petit peu le sujet par rapport à la violence en globalité aussi, par rapport à certaines parties de la violence conjugale. Parlons maintenant du proxénétisme, c'est le deuxième aspect qui touche le projet Tamara, dans lequel il y a bien sûr différentes sortes de violences. Dans le projet Tamara, on va se concentrer sur celui de la violence conjugale et de le proxénétisme. Parlons maintenant de le proxénétisme. Qu'est-ce que ça représente, ce proxénétisme? À qui on a affaire en fait? Oui, donc il s'agit ici surtout de jeunes délinquants qui passent d'un profil plutôt de délinquants de drogue, par exemple, de stupéfiants, vers un proxénétisme. Pourquoi? Parce que c'est en général un trafic qui est plus lucratif et qui est aussi moins risqué. Donc
Ce sont vraiment voilà, des jeunes délinquants qui changent un petit peu d'activité, je dirais. Parce que ça apporte plus de l'argent et c'est plus en sécurité. Voilà, exactement. Donc c'est moins risqué comme pratique. Alors d'un point de vue psychologique, on remarque quand même que 2/3 de ces proxénètes, ce sont des personnes qui ont subi elles-mêmes des violences pendant l'enfance. On en reviendra un petit peu après. Tu verras que tu as parfois cette transmission de familles un petit peu comme ça, délinquantes. Ça, j'y reviendrai. Mais donc, ce sont des personnes qui sont déjà un petit peu conditionnées, je dirais, par des violences dans leur propre enfance à eux. Alors, à côté des proxénètes, je pense que c'est important qu'on parle des victimes aussi. Ces victimes, des prostituées, basiquement. Alors je pense qu'à côté de ces proxénètes, on doit aussi parler des victimes, donc les prostituées. Alors statistiquement, on voit que 25% des prostituées, elles ont commencé leur activité à un âge moyen de 14 ans. Donc c'est très tôt. Alors on voit que finalement tous les milieux sociaux sont concernés, mais il y a évidemment une vulnérabilité accrue pour les personnes en milieu socio-économique de précarité. Ce sont aussi des personnes qui ont des difficultés à prendre connaissance de leur statut de victime. Elles ne se rendent pas toujours bien compte finalement dans quoi elles rentrent. Elles ont un petit peu cette course aussi à la réussite, à l'argent, parce que malgré tout ça rapporte. Il y a aussi une certaine forme de banalisation de la prostitution à travers notamment les médias, avec des filles telles que Zaya, qu'on avait vu l'escorte des footballeurs qui gagnaient des sommes assez astronomiques là-dedans. Donc il y a aussi cette espèce d'endoctrinement dans lequel les filles vont aussi se dire que elles vont pouvoir réussir à atteindre des niveaux socio-économiques qu'elles n'auraient pas connus avec d'autres parcours. Ce sont aussi des personnes qui ont en général une faible estime d'elles-mêmes et 40%, entre 40 et 50% ont subi aussi des violences familiales lorsqu'elles étaient plus jeunes. Donc à nouveau, l'importance des violences familiales est aussi prédominante dans ce genre de parcours. On voit aussi que ce sont des personnes qui ont des carences affectives, des carences au niveau de l'éducation également, donc au niveau de la scolarité par exemple, qui sont parfois en décrochage scolaire également. Par rapport à la fille qui est victime au niveau du proxénétisme, en fait, je viens de Bulgarie, comme tu sais bien, et là tu en as deux différents types. Ici en Belgique, c'est pas vraiment le cas, mais en Bulgarie, par exemple, tu as la fille qui est vraiment très très pauvre. Elle vient d'une famille qui est pauvre, qui n'a pas de moyens, etc. Et là, le proxénète utilise cette fille-là. Pourquoi? Parce qu'il a vendu de rêve. Il a dit qu'il va avoir une belle vie, il va avoir tout ce qu'il faut, des voitures, etc. etc. Mais aussi, ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça peut être une fille qui n'est pas vraiment une fille qui est pauvre. Ça peut être une fille qui est dans un moment de sa vie faible. Okay? Il y a des filles qui viennent de très, très belles familles avec des éducations et tout ce qui va avec. Et en fait, ça, qu'est-ce que j'ai déjà dans l'interview que j'ai fait, et ça, qu'est-ce que je sais dans toute l'histoire, c'est comme on rentre dans un tunnel. En fait, on a les fausses promesses et on rentre dans un tunnel. La femme qui est la victime au niveau du proxénétisme, elle rentre dans un tunnel avec cette promesse dans lequel on ne se rend même pas compte comment tu es déjà dans le moment dans lequel tu travailles. En fait, comment il y a aussi cette gens, les proxénètes, de tourner exactement comme ça la tête de la fille. Et si pour reprendre ton exemple, donc de filles qui sont plutôt issues d'un milieu favorable, ce serait plutôt des filles alors en carence affective. Qui ont carence affective, tu peux m'expliquer un petit peu? Carence affective, tu as parfois des personnes qui sont issues d'un milieu socio-économique favorisé, mais qui, pour une raison ou une autre, ont un père absent, une mère absente, ou ont une éducation finalement dans laquelle elles n'ont pas cette plénitude affective dont elles ont besoin. Et donc tu peux te retrouver en carence affective avec des manques finalement affectifs
qui te sont difficiles à supporter. Et finalement, la force du proxénète à ce moment-là, c'est d'avoir cette emprise psychologique, de donner de l'importance à la personne, de lui donner de l'intérêt, qui finalement fait grandir un petit peu l'estime de soi que l'on peut avoir faible à certains instants. Si on regarde un petit peu, parce que même dans la violence conjugale, même dans le proxénétisme, au départ, on a quasiment les mêmes départs par rapport à tous les deux. Un homme qui exerce, ou une femme, on parle ici plus pour les hommes, qui exerce la violence conjugale sur sa femme, et un proxénète qui exerce la violence plus tard sur sa poire, il départ à la même manière. Jeter les fleurs, les promesses, la vie est belle, etc. Est-ce que les deux profils ils se rassemblent à un moment donné au niveau psychologique? Je pense que dans les deux, à partir du moment où il y a ce déséquilibre, comme on disait tout à l'heure, entre un bourreau et une victime, c'est le début en fait finalement de beaucoup de choses. Donc dans les deux cas, je pense qu'il peut y avoir des parallèles en effet, oui. Et la criminalité en lui-même? Alors, la criminalité en elle-même, alors, c'est une question qui est très large. Moi ici, j'aurais voulu qu'on arrive peut-être à classifier différents types les criminels, finalement, on va appeler ça comme ça. Il y a Roland Coutenanceau qui en fait propose 3 catégories d'agresseurs. Donc il y a une première catégorie. On a 3 catégories d'agresseurs. Voilà. Tu as une première catégorie, ce sont les immaturo-névrotiques. Donc ça, ce sont des agresseurs qui se sentent coupables, qui finalement reconnaissent les faits, qui demandent pardon, qui demandent une thérapie. Il y a vraiment une prise de conscience dans leur dans l'étendue de leur trouble et de leur criminalité. Tu as également les immaturo égocentriques. Alors ça, ce sont par contre des personnes qui sont honteuses, mais qui vont minimiser les faits. Ils vont un petit peu aussi banaliser les effets sur la victime. Donc se dire, allez, c'est pas grave, ce que j'ai fait, c'est comme pas si terrible que ça, etc. C'est cassé le nez, mais c'est pas grave, ça va passer, quoi. Voilà, ils sont un peu honteux, mais à côté de ça, ils banalisent un petit peu les faits. Tu as aussi des immaturo pervers. Ça, ce sont vraiment des gens qui sont indifférents à la souffrance de l'autre, ils sont même dans le déni, ils nient même les faits en fait. Il n'y a pas eu de faits, non, je ne vais pas casser le nez, je lui ai fait une caresse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a tombé, donc voilà, c'est ça, elle est peut-être tombée, il y a vraiment un déni total. Alors tu peux voir qu'avec ces 3 classifications, finalement, on a des profils très différents. Et avec ces 3 profils différents, tu vas avoir aussi des prises en charge qui vont être différentes. Parce que criminalité dit éventuellement thérapie ou justice punitive ou choses comme ça. Mais en fonction de ces 3 catégories, ce sont vraiment 3 profils qui se dessinent. Est-ce qu'il y a un bourreau, un criminel, dont... Oui, tu dis qu'il y a celui qui se rend compte, celui qui dit qu'il n'y a rien. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un au niveau de criminalité dont on reste toujours dans le cadre, comme tu dis, c'est un énorme sujet au niveau criminalité, dans le cadre de la violence conjugale et le proxénétisme, est-ce qu'il y a un criminel dans ces 2 cas-là et peut changer? Alors, déjà pour changer, je pense qu'avant toute chose, il faut avoir... l'acceptation, en tout cas reconnaître une certaine partie des faits qui sont attribués. Parce que si la personne reste totalement dans le déni des faits, le changement il ne va pas pouvoir s'opérer. Il faut d'abord le vouloir. C'est un petit peu comme quand tu arrêtes la cigarette. Tu dois d'abord le vouloir toi-même avant que ça fonctionne. Personnellement, et on demande souvent est-ce que la prison pourrait fonctionner, est-ce que c'est une bonne chose d'enfermer ces gens-là parce qu'ils sont un danger pour la société. C'est une question qui est très large et qui touche aussi beaucoup la sensibilité de chacun. Moi personnellement, je crois beaucoup en la capacité de l'être humain à se reconstruire et à changer. Et je pense que pour changer, il faut y être accompagné. Et
c'est en ça que la thérapie finalement peut aider. Alors la thérapie déjà, on va devoir analyser comment la personne voit les faits qu'elle a commis, est-ce qu'elle reconnaît l'impact sur les victimes, tu vois, ça c'est vraiment la première des choses. Alors il faut savoir que en fonction du type de fait que tu as commis, ton taux de récidive il est différent. Donc par exemple, je lis ici, parce que c'est des chiffres donc je les ai pas retenus, mais le taux de récidive sexuel moyen il est de 13,7%. Mais par exemple, un délinquant sexuel, c'est pas la même chose qu'un pédophile, et c'est pas la même chose qu'un délinquant qui a commis de l'inceste dans sa famille, par exemple. Donc un pédophile, il est plus susceptible d'être condamné à nouveau pour des infractions sexuelles. Alors que les détenus pour inceste, eux, ils ont un risque de rechute moindre. Donc tu vois, ça dépend aussi un petit peu des faits que tu as commis. Alors, comme je te disais, moi je pense que l'être humain a une capacité de résilience. Donc je pense qu'en fonction du type de personnalité des personnes, il faut travailler différents types de thérapies. En général, les agresseurs sexuels, ils sont relativement égocentriques. Ils ont également une certaine fragilité narcissique. C'est là-dessus aussi que les thérapies peuvent aider. Tu as des thérapies qui sont individuelles, des thérapies qui sont de groupe également. Alors, les thérapies individuelles, on va essayer vraiment de prendre en connaissance les circonstances de passage à l'acte pour essayer finalement de décortiquer un peu ce passage à l'acte et de l'empêcher dans le futur pour que la personne comprenne et qu'on puisse l'en empêcher. Les thérapies de groupe, et c'est en ça que c'est très intéressant, c'est que ça replace finalement la personne dans une réalité de groupe et qu'elle prend la mesure et le sens de ses actes par le récit des autres personnes. Puisque c'est une personnalité qui est assez égocentrique finalement, elle doit se replacer elle-même au centre du récit via justement les récits des autres. Et en fait, il va retrouver un sens par rapport à sa propre histoire. Alors, à côté des thérapies, tu as aussi, mais c'est dans des cadres un petit peu plus spécifiques encore, tu as des thérapies pharmacologiques. Donc ce sont en fait... Ça a des spécialisations. Voilà, exactement. Donc tu as des traitements pharmacologiques de type hormonothérapie, aussi des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, donc qui finalement sont des effets antidépresseurs, anxiolytiques pour les personnes, et ça vient vraiment compléter une thérapie cognitivo-comportementale. Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un, on est bien d'accord que quelqu'un qui n'est pas pris conscience, pour lui, il sera entre guillemets imposé de faire cette thérapie. On a un bourreau, lui est par exemple condamné, ou voilà, il lui impose de faire cette thérapie, mais lui il ne prend pas conscience. Est-ce que tu crois que ça va fonctionner? Si elle n'a pas la conscience de son propre... Si sa propre conscience, il n'est pas là. Je pense en tout cas que les effets seront très faibles. Je pense que c'est aussi le rôle du psychologue d'aider aussi le bourreau à comprendre les faits et à justement enlever un petit peu le déni que la personne pourrait ressentir pour que justement il y ait cette acceptation et la réalisation finalement de ces actes. Mais je pense que c'est un but aussi du psychothérapeute, c'est d'aider le bourreau là-dedans. En fait, on a abordé plusieurs sujets. Je pense que ça reste encore quelques-uns et un des plus importants et celui qui me touche énormément à cœur, c'est les enfants. Les enfants dans la violence conjugale. Je fais, comme tu sais déjà, quelques interviews. Aussi, j'ai parlé avec pas mal de femmes qui étaient victimes de la violence conjugale. Et j'ai des connaissances qui sont dans la violence conjugale et ils ne parlent pas à cause de les enfants. Ils disent que les enfants ils vont être tristes, ils vont être malheureux si maman et papa ils vont se séparer. Mais dans le même temps, ils vivent dans leur vie quotidienne cet enfer. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Oui, alors ici on se situe vraiment dans des types de familles maltraitantes. Donc voilà, vraiment un phénomène de maltraitance. Et ce phénomène de maltraitance, il a tendance à se reproduire en fait, d'une génération à une autre. Notamment parce que tu as aussi une banalisation de cette maltraitance, de cette violence intrafamiliale.
on voit que la majorité des parents qui sont maltraitants sont issus de familles maltraitantes et auront finalement tendance à reproduire ces souffrances et ces maltraitances sur leurs enfants et ainsi de suite, ce qui provoque vraiment une succession de maltraitances au fur et à mesure des générations. Alors, on voit que les enfants qui sont victimes de ces maltraitances, ils deviennent un jour des adultes, ils deviennent des parents et ils vont projeter la souffrance qu'ils ont vécue sur leurs propres enfants. Et c'est en ça que le cycle de maltraitance est alimenté et continue. Chez un enfant, être victime de maltraitance, ça va amener de la colère, de la honte, de la culpabilité aussi. On se demande pourquoi finalement est-ce qu'on est victime de ça, pourquoi est-ce que maman est victime de ça. Donc il y a vraiment un sentiment de culpabilité. Ils auront l'impression d'être mauvais et de mériter aussi un tel sort. Et finalement, cette colère, elle va se répandre envers d'autres personnes, envers leurs propres enfants quand ils deviendront adultes, mais aussi envers des amis, envers des objets d'attachement également. On peut vraiment ici parler d'enfant symptôme, parce que cet enfant, il va hériter des problèmes de la famille, tout en finalement en subissant des sévices qui sont analogues. Donc il va être le symptôme d'une famille, il va être le symptôme des maltraitances, et il va en subir aussi les sévices. Est-ce que c'est à fond, à une certaine manière, il se vengera quand il devient adulte? Je ne sais pas si c'est une forme de vengeance, en tout cas une forme de reproduction de comportement qu'il aura intégré. Pas spécialement dans la même manière, ça peut être dans l'autre manière, par exemple aussi. Il va y avoir vraiment une colère qui va se répandre, en effet, à l'égard des autres. Ça peut se matérialiser différemment, selon les personnes, mais en effet, oui, il y a de fortes chances, en tout cas, qu'il y ait une reproduction de comportements chaotiques dans son cercle familial ou à l'extérieur également. Alors, par rapport à toi, il ne faut pas rester. Il ne faut pas rester avec l'enfant dans cette situation. Alors, je pense que dans n'importe quelle famille chaotique, il faut soit régler les problèmes, soit trouver un échappatoire. Je pense que rester dans une situation chaotique n'est jamais bon, en fait, quoi qu'il arrive. Pour les enfants, pour les parents, pour l'équilibre familial, il doit y avoir un accompagnement psychologique qui doit se faire et une avancée. Et quoi faire? On ne reste pas, alors quoi faire? Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Alors, il y a plusieurs solutions. Donc, déjà, on va voir que ces enfants, ils vont avoir plusieurs symptômes. Donc, ils vont avoir de la peur, de l'anxiété, des troubles de sommeil, des troubles d'alimentation. Ils auront également des plaintes somatiques, donc, notamment de la culpabilité, mais aussi plein d'autres plaintes somatiques. Et on voit donc dans le DSM-4, qui en fait est un manuel diagnostique et statistique de troubles mentaux, qu'on doit vraiment accompagner ces personnes de façon thérapeutique, parce que tu as un syndrome post-traumatique qui va durer pendant des mois, voire des années, avec des symptômes qui seront grandissants et des symptômes finalement de douleur et de détresse psychologique. Alors, quel accompagnement finalement est-ce qu'on peut prévoir pour ces enfants? Ça peut toucher plein de stratégies différentes. D'abord, pour moi, la justice pénale, elle doit sanctionner. Pourquoi? Parce que c'est reconnaître les faits délictueux dont l'enfant est victime, c'est ne pas banaliser ces faits, c'est aussi reconnaître la souffrance de l'enfant et lui dire on sait que c'est difficile, on va t'aider, on va punir les gens qui t'ont fait ça, ça n'est pas normal. À côté de ça, tu as aussi tout un travail thérapeutique qui vont travailler sur la reconstruction de l'image de soi, de ce sentiment de culpabilité, de cette faible estime de soi que l'enfant peut ressentir, de la colère qu'il peut ressentir aussi. On va essayer aussi de renforcer et de soutenir la parentalité. Parce que souvent, quand il y a un membre de la famille qui est violent, par exemple, il va falloir reconstruire le lien parental avec le parent restant.
ou même avec le parent violent. Il va falloir reconstruire ce lien de parentalité qui a pu être cassé en fait à cause de la violence. Il y aura aussi un renforcement de la vie relationnelle et sociale de l'enfant. Donc on va l'encourager à reconstruire des liens sociaux avec d'autres enfants, avec d'autres adultes également. Et surtout empêcher que plus tard, il devient quelqu'un de violent, qui reproduit la même chose qu'il a vécu dans sa famille. Au départ, on a discuté par rapport à la personne qui est victime, qui a perdu ses contacts, qui a perdu ses amis, sa famille, qui peut-être a peur que tout le monde qui vont la juger, qu'elle n'a pas réagi, ou lui qui n'a pas réagi. Elle se trouve dans cette situation avec son enfant. Sa famille n'est plus là, ses amis ne veulent plus la voir. Pardon. Qu'est-ce qu'il doit faire comme un premier pas? Tourner vers la police, tourner vers une association, vu qu'elle n'a plus ses proches, vu qu'elle n'a plus ses amis, ou lui bien sûr. Mais il y a l'enfant, il y a la personne qui est victime, il y a le bourreau. Qu'est-ce que ça doit se faire comme un premier pas? Comme tu dis, donc c'est des personnes qui vont se retrouver dans un état d'isolement assez important, plus de famille, plus rien, vers qui se tourner. Alors certes, il y a des associations qui existent et qui pourront réorienter la personne vers un suivi thérapeutique, vers finalement une justice sociale aussi, une justice pénale, porter plainte, des choses comme ça, un accompagnement. Il y aura aussi peut-être d'autres personnes, des activités de groupe avec des personnes qui ont vécu des situations similaires vers lesquelles elles pourront se tourner. Donc ça, c'est vraiment important de briser cette solitude et d'aller chercher du soutien là où il existe, parce que c'est un combat qui, selon moi, est difficile à mener seul, voire impossible finalement. Et le soutien d'un thérapeute est fondamental. Ça veut dire d'un côté que la victime, elle doit briser et casser la peur qu'elle a vis-à-vis à son bourreau. Elle doit en tout cas briser la solitude dans laquelle le bourreau l'a peut-être installée. Oui. Et ça demande en général un effort et du courage, parce que il faut pouvoir aller parler, il faut briser la honte que l'on ressent d'avoir vécu. Voilà. Et aussi, d'un côté, elle doit avoir une sécurité qu'elle sera protégée par rapport à ce bourreau. Est-ce que tu crois qu'ils ont assez de sécurité à ce niveau-là? Alors, c'est difficile pour moi d'en parler parce que je ne le vis pas de l'intérieur. Donc, je n'ai pas travaillé dans des associations comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dedans, qu'il y a souvent des équipes pluridisciplinaires aussi qui interviennent pour justement aider, qui vont protéger ces femmes, qui vont leur permettre un hébergement également temporaire, avec une temporalité plus ou moins longue évidemment, mais pour leur permettre de sortir d'un cadre de vie qui est néfaste et qui pourrait les enfermer encore là-dedans. En fait, ça, qu'est-ce que j'aimerais bien en discuter aussi avec toi, c'est concernant la police, et ça, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut faire peut-être un petit peu plus. Parce que j'ai attendu, c'est bizarre, mais j'ai attendu dans 3 des interviews que j'ai fait, qui est par rapport à la violence conjugale surtout, la police, elle vient sur place, elle voit qu'il y a eu quelque chose. Mais en fait, c'est marrant, mais la femme qui est la victime, elle est accusée d'être folle, et l'homme qui est le bourreau, ils font absolument rien. Est-ce qu'il n'y en a pas assez des informations? Est-ce qu'il n'y en a pas assez de formations? Est-ce qu'il y a... Dans quel sens la police peut donner un aide à cette femme-là? Ou est-ce que vous-même, ils doivent faire des formations dans les centres? Il y a quelque chose qui n'est pas bien dans cet alignement, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes, vu qu'elles ont porté 1, 2, 3, 4 fois plainte, il y a certains qui ne portent pas du tout de plainte, mais il y a des autres qui portent plusieurs fois plainte, mais ils n'ont jamais entendu. D'où c'est bien ce déséquilibre? En effet, on voit que dans la situation actuelle, peu de personnes finalement portent plainte. Donc un chiffre officiel, c'est 10% finalement des cas sont rapportés à la police. Alors on peut s'interroger de la prise en charge. Je ne la connais pas de l'intérieur. Je pense en tant que psychologue qu'il faut évidemment
améliorer la conscientisation de tous les acteurs du terrain, que ce soit la police, mais aussi des éducateurs de rue, voilà, des services sociaux en général, etc., alerter et conscientiser ces travailleurs pour qu'ils prennent vraiment directement en charge et qu'ils comprennent et qu'ils sachent reconnaître les signes finalement de telle violence dès les débuts, dès qu'on les appelle, pour qu'ils puissent vraiment aider les personnes et qu'ils soient vraiment cette personne de contact, ce point de contact vers qui on a confiance et on a envie de se tourner lorsqu'on a des problèmes. Donc je pense en effet que une conscientisation continue, je pense que c'est vraiment de l'awareness continue finalement pour toutes ces problématiques est quelque chose de très important dans le secteur de police. Oui, parce que par exemple, au niveau du proxénétisme, ça, qu'est-ce qui se passe, c'est que la loi est tellement bien faite en Belgique qu'une fille, elle peut être par exemple avec les yeux bleus, elle peut être battue, la police elle vient parce que souvent la police par exemple il contrôle les bars, il vérifie si tout va bien, les bars ou les rues, n'importe où. Ils voient qu'il y a une fille, il y a un problème, mais malheureusement ils ne savent absolument rien faire parce que la fille elle ne porte pas plainte. Donc ça c'est par rapport à le proxénétisme, tant que la fille elle ne dépose pas une déposition, la police il ne sait rien faire, mais dans le même côté, la fille, elle a peur pour sa famille, pour ses proches, parce que par exemple, le proxénète, il a menacé, etc., etc. Peut-être, je trouve que la police aussi doit aller avec une autre démarche vers ces gens-là pour installer la confiance, lui donner surtout la sécurité, parce que si moi j'ai peur, si lui m'a pris la peur, je ne vais pas aller porter plainte. Parce que la police il va passer, il va dire ok, ça va, tout va bien, ah oui, je suis tombée sur l'escalier. Mais il n'y en a pas la contact proche pour que ça puisse installer cette confiance. Je trouve que vraiment ça doit améliorer, ça doit partir de l'autre mot. Et aussi, je trouve que ces deux thèmes-là, et bien sûr beaucoup des autres. Qui est le sujet de la violence, elle est tellement grand qu'on ne peut pas aborder tous aujourd'hui, mais ces deux thèmes-là, le proxénétisme et la violence conjugale, ils restent tabous. On parle très, très, très peu. Je pense, pour rebondir sur ce que tu disais avec la confiance que les personnes peuvent avoir en la police, oui, c'est primordial. Donc en effet, il faut qu'il y ait vraiment cette relation et ce travail finalement sur le terrain, dans la rue, avec des équipes qui tournent, avec des filles qui connaissent peut-être ces policiers, et une relation de confiance qui se noue, qu'on n'ait pas peur d'en parler, qu'on sache que notre plainte sera prise à sa juste mesure. Je pense aussi que de l'autre côté, les personnes qui sont victimes, elles, doivent aussi comprendre et intégrer le fait que la violence n'est pas une norme de la vie sociale, de la vie familiale. Qu'il faut qu'on accepte que non, ça n'est pas normal et qu'on a des gens vers qui se tourner. Donc je crois que c'est vraiment les deux sens qui doivent être travaillés. Parce que de l'autre côté aussi, parfois tu as le syndrome de Stockholm. Il me frappe, ça veut dire qu'il m'aime. C'est différents sujets, mais surtout les femmes qui ont envie de s'en sortir. Comme tu dis, il faut que ça se fasse un travail en équipe de tous les côtés. Et surtout, je trouve que c'est un tabou pour lequel on ne parle pas dans notre société. Autant on n'a pas des informations, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas quoi faire. Les femmes, ils ont peur d'en parler parce qu'ils vont se sortir... accusés. Est-ce que ça doit changer quelque chose par rapport à ces deux thèmes qu'ils ont tabou? Comment on peut faire quoi comme plan stratégique, par exemple, pour qu'on puisse améliorer ça? Je pense qu'un point très positif de notre société, c'est que on communique de plus en plus. Ouais. Donc on a les réseaux sociaux, ouais. On a le transport en commun, ouais. On a l'école, on a une vie sociale aussi qui peut nous permettre d'avoir des points de contact différents.
Je pense qu'il faut au maximum essayer de conscientiser les personnes, de montrer des numéros d'appel, des numéros verts par exemple, en parler à l'école, mais aussi travailler sur les différents autres canaux de communication. Mettre par exemple des affiches dans les bus, dans les métros, en parler dans les plannings familiaux, parce que les plannings familiaux sont quand même un point de contact aussi qui sont très importants, dans les commissariats de police, dans les médias sociaux aussi, avoir cette ouverture davantage et justement cette information, comprendre vraiment les bases et savoir vers qui se tourner. Je trouve aussi qu'il y a une ouverture de contact, mais il doit y avoir une ouverture d'esprit. Je pense que la société ne se rend pas de compte, oui, parce qu'on parle par exemple de la fille qui est prostituée, ok, les gens souvent ils utilisent tous les noms que tu peux s'imaginer, mais ils ne voient pas qu'est-ce qui se passe derrière. Je trouve pour ça que vraiment on parle très peu, et la psychologie, la mentalité à certains gens, vu qu'il n'y en a pas assez des informations, vu qu'on ne démontre pas la réalité, et ça c'est un des buts de le projet Tamara, de montrer la réalité telle qu'elle est, tant que cet esprit à ces gens-là il n'agrandit pas, je pense qu'on va pas vraiment améliorer tout ce qui se passe. Pour ça, je trouve qu'au niveau de prévention, voilà, si moi avant dans l'époque j'étais regardé par exemple un film comme Tamara quand j'étais dans l'école, ça n'était pas arrivé, ça, qu'est-ce qui était arrivé. Est-ce que tu crois qu'il y a des petites préventions dans les écoles, et même pas que dans les écoles, dans les universités à gauche à droite, ils peuvent faire quelque chose pour que ça change, à part tous les posters, les numéros verts, etc. Bien sûr, je pense que la banalisation de la violence est un fléau. Je pense que les victimes qui sont déjà dans un cadre d'isolement doivent comprendre qu'elles ne sont pas seules. Et un film comme le tien, c'est justement là tout l'intérêt en fait de ça. Et que c'est pour ça aussi que je souligne vraiment ton initiative, je trouve ça top. Voilà, c'est via l'empêchement de cette banalisation de la violence, via le fait qu'on se sent moins seul, on n'est pas seul, d'autres personnes sont concernées, via vraiment le fait de briser cette honte qu'on peut ressentir, et c'est en regardant ailleurs, en se disant que ça existe chez d'autres, que oui je suis pas seule et que non on va pas se moquer de moi parce que ça m'arrive. Là-dessus c'est vraiment très important, et en effet l'école peut être un facteur, mais un début. Et qu'on doit vraiment travailler sur tous les autres points de notre société, comme je te disais. Déjà, si on parle de l'école, ça veut dire que si les enfants ils sont au courant de ça, qu'est-ce qui se passe, plus tard ils vont pas entre guillemets se moquer de certaines femmes qui sont victimes, par exemple dans le proxénétisme. Bien sûr. Est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter pour la fin de cette interview, quelque chose qui te tient à cœur, ou quelque chose que tu aimerais bien dire? Mais je pense tout d'abord que ton projet est très porteur. Vraiment pour faire changer les mentalités, pour que la violence des femmes, mais aussi des victimes, donc hommes également, soit reconnue. Et là-dessus, je te félicite et t'encourage vraiment. Et je pense aussi que tous les acteurs de la société peuvent jouer un rôle là-dessus. Nous, en tant qu'individus, nous, en tant que professionnels de la santé. Et ça, je pense que c'est vraiment important. On a tous un rôle à jouer. Donc voilà, merci à toi. Et moi, je te remercie pour cette interview. Ça m'a fait énormément plaisir. Et j'espère qu'avec tout ce qu'on a abordé par rapport à ce sujet-là, on peut aider les gens qui nous regardent de faire la première pas, ou simplement de se rendre compte de ce qui se passe, et surtout de ne pas tomber dans certains pièges. Et de toute façon, il y a des équipes à disposition, comme on a déjà la page de Tamara, dans laquelle j'ai publié toutes les interviews. Ton interview sera aussi publiée là. Et aussi nous deux, on reste disponible si éventuellement quelqu'un veut prendre contact avec nous pour un conseil ou n'importe qu'est-ce que ce soit. Encore une fois, un grand merci à toi, et je te souhaite très belle continuation dans ta carrière. Merci à toi aussi pour ton projet. Merci.